Alors, avant de continuer dans la suite des oxydoréductions, on va passer d'abord 2 minutes à faire un petit rappel. D'abord, une oxydoréduction, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction chimique dans laquelle il y a transfert d'électrons. Donc c'est un peu comme les réactions d'acide-base, sauf que dans les acides-bases, on avait un transfert de protons. Ici, on va avoir un transfert d'électrons. C'est donc la réaction qui se passe dans une pile. On a une molécule qui va donner des électrons à une autre. Alors, on avait vu donc dans le fonctionnement de la pile que celui qui va donner les électrons, c'est ce qu'on appelle un réducteur, et que celui qui va les prendre, c'est ce qu'on appelle un oxydant. Ensuite, on avait parlé de l'étage d'oxydation, EO, qui est en gros la charge que possède un atome dans une molécule. Cette charge, elle correspond au nombre d'électrons que cet atome a gagné ou perdu dans cette molécule. Alors, il y avait deux solutions. Soit on pouvait passer par le dessin des molécules pour trouver combien d'électrons quel atome avait gagné ou perdu, ou alors on peut, pour que ça aille plus vite et éviter qu'on se trompe dans le dessin et que donc l'étage d'oxydation soit faux aussi, on peut passer par 4 règles. Alors, enfin 4 ou 3, ça dépend comment on les écrit. La première règle, c'est que l'étage d'oxydation d'un atome isolé qui est neutre, donc on ne parle pas d'ion ici, ou d'un atome dans un corps pur simple, donc CPS c'est corps pur simple, est toujours égal à 0. Pourquoi? Eh bien parce qu'un atome isolé, par exemple Al plus H2SO4, l'étage d'oxydation de Al est égal à 0, vu que son étage d'oxydation c'est le nombre d'électrons qu'il a gagné ou perdu. S'il est tout seul, il ne peut pas avoir gagné ou perdu des électrons. Attention, c'est très différent de Al3+, qui lui est déjà un ion qui a déjà une charge, donc son étage d'oxydation à lui sera bien de la charge de cet ion qu'il porte. La deuxième règle, c'est que l'étage d'oxydation de l'oxygène est toujours égal à -2. L'étage d'oxydation de l'hydrogène est toujours égal à +1. Alors, il y a des exceptions, mais on ne va pas en parler tout de suite, on en parlera donc à la fin, donc si jamais on a le temps. Ces exceptions sont qu'il y a dans certaines molécules des atomes d'oxygène qui ne sont pas à -2, des atomes d'hydrogène qui ne sont pas à +1, mais on verra ça après. Et la troisième règle, c'est la somme des étages d'oxydation des atomes d'une molécule doit être égale à la charge de la molécule. Je rappelle que la charge, c'est ce qu'on trouve en haut à droite. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous retournez voir la vidéo précédente. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Donc avant de pouvoir commencer à faire une redox, vous devez avoir ça en tête et être capable de calculer les étages d'oxydation. C'est ça qu'on avait fini dans la vidéo précédente. Alors maintenant, donc ça c'est les exercices qu'on a terminés la dernière fois. Maintenant, dans une oxydoréduction, on entend quoi? On entend oxydo et réduction. On entend oxydo pour oxydation et réduction pour réduction. Alors, qu'est-ce que c'est que cette oxydation et cette réduction? Eh bien, c'est deux réactions qui vont avoir lieu en même temps dans la redox. La première, si on prend cette réaction-ci, le fer qui réagit avec l'oxygène et le FeO, alors vous pouvez effacer le 1,5, il est là à la base pour pas vous perturber, mais en fait il est plus perturbant qu'autre chose. Donc on va l'effacer. Si on regarde, le fer, son étage d'oxydation est à 0 parce que c'est un atome isolé. Dans FeO, on a X, moins 2 qui est égal à 0, donc X est égal à +2, le fer est égal à +2, c'est ce que j'ai mis ici en dessous. Entre 0 et +2, là c'est la partie rigolote, vous vous mettez dans un ascenseur, je suis à l'étage 0 et je veux passer au +2. Je vais donc monter de 2 étages. Pour pouvoir monter de ces 2 étages, je vais devoir donner des électrons. Donc, c'est la définition de l'oxydation. Une oxydation, ça correspond à une montée d'étage d'oxydation. Alors, on n'est pas obligé d'aller de 0 à +2, je peux aller de -6 à -4, j'ai aussi monté.
une montée des tâches d'oxydation, et cette montée, elle correspond à une perte d'électrons. Vous perdez autant d'électrons que vous montez d'étages. Donc, dans cette réaction-ci, si je veux écrire seulement l'équation de l'oxydation, j'ai le fer qui s'est transformé en Fe2+, plus 2 électrons. Ça, c'est mon équation d'oxydation qui a lieu dans cette réaction. Si je prends une deuxième autre réaction, CuO qui réagit avec de l'hydrogène pour devenir du Cu et de l'H2O. Si je regarde les étages d'oxydation de mon atome de cuivre, dans CuO et dans Cu, alors dans CuO, mon atome de cuivre, il est à x-2 est égal à 0, donc x est égal à plus 2, j'ai bien mon plus 2 en dessous, et dans Cu, mon cuivre est à 0 parce que c'est un atome qui est isolé. Pour passer de plus 2 à 0, qu'est-ce que je fais? Je descends, je retourne dans mon ascenseur, si je suis au deuxième étage et que je veux arriver au rez-de-chaussée, je descends de 2 étages. Eh bien, ma réduction, ça va correspondre à une descente d'étage d'oxydation. Une descente d'étage d'oxydation. Pourquoi est-ce qu'on descend d'étage d'oxydation? Parce qu'on a gagné des électrons et on gagne autant d'électrons qu'on descend d'étage. Si j'écris l'équation sans tenir compte du reste, j'ai Cu2+, qui a pris 2 électrons pour se transformer en Cu. Ça, c'est mon équation de réduction. Donc, on en vient à dire que la réaction d'oxydation correspond à une montée d'étage d'oxydation due à des pertes d'électrons. La réduction, descente d'étage d'oxydation, gain d'électrons. Si vous avez un problème pour retenir qui est qui, dites-vous que quand on a une réduction au magasin, on paye moins. Donc si on a une réduction, on diminue d'étage d'oxydation. Et l'oxydation, forcément, c'est l'inverse. Maintenant, attention à la petite phrase qui est en dessous du cadre. Ils sont l'inverse de ce qu'ils subissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui subit la réduction va être l'inverse de réduction, c'est-à-dire oxydant. Et à l'inverse, celui qui subit l'oxydation va être l'inverse et va donc être réducteur. Donc le réducteur, c'est celui qui subit l'oxydation, c'est-à-dire celui qui perd des électrons. À l'inverse, l'oxydant, c'est celui qui va subir la réduction et qui va donc gagner des électrons. Alors, pourquoi est-ce qu'il gagne des électrons, cet oxydant, et pourquoi est-ce que du coup on l'appelle oxydant s'il fait l'inverse? Eh bien parce que dans oxydant, il y a l'idée que c'est celui qui oxyde. Et dans réducteur, eh bien réducteur, il y a l'idée de celui qui réduit. Donc ça, réducteur en fait, ça veut dire celui qui réduit. Et oxydant, ça veut dire celui qui oxyde. Alors pourquoi est-ce qu'ils subissent l'inverse? Eh bien si on prend le réducteur, prenons un réducteur et un oxydant. Le réducteur réagit avec l'oxydant. Il est donc réducteur. Pourquoi est-ce qu'il est réducteur? Parce qu'il va réduire l'autre. Donc, c'est ce qu'on a dit, réducteur, c'est celui qui réduit. Comment fait-il pour réduire l'autre? Il doit lui donner des électrons. D'accord? En lui donnant des électrons, l'oxydant, hop, il est réduit. Mais en lui donnant les électrons, que fait le réducteur? Eh bien, le réducteur, lui, en perdant ses électrons, il monte d'étage d'oxydation et il est oxydé. Donc, il y a de nouveau, c'est toujours comme d'habitude, il y a deux façons de le comprendre. Soit vous le comprenez qu'ils sont l'inverse de ce qu'ils subissent parce que le réducteur, c'est celui qui va réduire l'autre et s'il réduit l'autre, il lui donne ses électrons et donc forcément lui est oxydé. Soit vous en mêlez un petit peu les pinceaux et vous retenez simplement qu'ils sont l'inverse de ce qu'ils subissent et que donc quand il y en a un qui diminue d'étage d'oxydation, vous savez que diminuer c'est réduction, donc il est l'inverse, s'il subit la réduction, il est oxydant.
Et à l'inverse, l'autre, ici, le fer, il monte, donc il est oxydé, je sais qu'il est l'inverse, donc il est réducteur. Lui, il descend, il est réduit, donc je sais qu'il est l'inverse, il est oxydant. Alors, forcément, une fois que vous avez donné des électrons ou perdu des électrons, ou gagné des électrons, pardon, vous devenez l'autre. C'est un peu comme les histoires de l'acide base. L'acide, une fois qu'il a donné son H+, il se transformait en A-, qui était une base qu'on appelait la base conjuguée. Et bien ici, c'est la même chose. L'oxydant, donc ici on va remonter dans notre équation qu'on a écrite ici, Cu2+, il est oxydant. Et bien le Cu, lui, il est réducteur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire l'inverse et donner ses électrons. Et au-dessus, même chose, le fer, il est réducteur parce qu'il donne ses électrons, mais le Fe2+, il est oxydant, il peut faire des électrons pour aller dans l'autre sens. Vous verrez que dans les tableaux de redox, parce qu'on avait des tables acide-base, on a des tables de redox aussi, on va voir apparaître la fameuse double flèche parce que les réactions vont dans les deux sens. Alors maintenant, une réaction d'oxydoréduction, c'est donc une réaction d'oxydation qui a lieu en même temps qu'une réaction de réduction. Donc les deux ont lieu en même temps, j'en ai un qui donne des électrons à l'autre qui les reçoit. Donc de nouveau, le 1,5, il faut le laisser tomber parce que il est là mais il ne devrait pas être là. Donc on l'enlève. Alors attention, une redox, ça ne se pondère pas n'importe comment. Donc certaines réactions qu'on peut pondérer comme ce qu'on fait d'habitude vont être des redox, mais toutes ne vont pas être pondérables comme ce qu'on fait d'habitude. Donc, quand on veut pondérer une redox, les interros, les exercices, l'examen, tous les redox que je vais vous donner, on ne pondère jamais comme ce qu'on faisait avant. Pour pouvoir pondérer une redox, il va falloir faire une suite de 5 étapes qui sont ici pour pouvoir la pondérer et arriver à une redox qui est pondérée convenablement. Donc, je ne mets pas de 2, de 1 ou de quoi que ce soit comme ce que je faisais avant. C'est vraiment tout un procédé qui est indépendant. Alors, première étape, de toute façon, c'est de calculer les étages d'oxydation. Donc, on va prendre les H et les mettre en parallèle. On va prendre les O et les mettre en parallèle. On va ensuite calculer les étages d'oxydation de nos 4 atomes. Alors, l'étage d'oxydation de l'hydrogène dans H2, il vaut 0 parce que c'est un corps pur simple. Dans H2O, on a vu par la deuxième règle que l'étage d'oxydation du H, c'était toujours plus 1. L'oxygène dans O2 vaut 0 parce que c'est un corps pur simple. Et dans H2O, l'oxygène est toujours à moins 2 parce que l'oxygène est toujours à moins 2 dans les molécules, sauf dans les corps purs simples. Donc, ça, c'est calculer les étages d'oxydation. On va ensuite calculer les montées et les descentes. De 0 à plus 1, je suis montée d'un étage d'oxydation. De 0 à moins 2, je suis descendue de 2 étages. Alors, première remarque, attention, à ce stade-ci, il faut toujours une montée d'étage d'oxydation et une descente d'étage d'oxydation. Donc ici, je ne peux pas avoir 2 montées ni 2 descentes. Pourquoi? Parce qu'une oxydoréduction, c'est une réduction en même temps qu'une oxydation. Donc il faut forcément qu'il y en ait un qui monte et l'autre qui descend. Si vous avez 2 montées ou 2 descentes, vous vous êtes trompé dans vos chiffres. Vous êtes trompé dans le calcul des étages d'oxydation, vous êtes trompé dans la montée ou la descente. Alors ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la parenthèse bleue, avec la montée et la descente, ça correspond à ce qui arrive pour un atome. Donc ça veut dire que ici, j'ai de l'H2, ça c'est de l'H2, et bien cette montée de un étage veut dire que 1 H donne un électron. Mais dans H2, je n'ai pas un seul H, j'en ai 2.
Donc si j'ai 2 H, ben, chacun donne un électron, donc au final, j'ai 2 électrons qui sont donnés. Donc je vais devoir prendre ce 2 et multiplier ma parenthèse qui tient compte que d'un seul atome par cet indice pour bien dire que un H donnait un électron, mais comme ils sont 2, ils vont donner 2 électrons. Cet indice, que je mets en x2, je vais le remettre en coefficient stoichiométrique si et seulement si il n'est pas déjà là. Donc ici, vous voyez que le 2 est déjà au pied de l'hydrogène, donc je ne vais pas mettre le 2 ici, sinon j'aurai 4 hydrogènes. Donc, je prends l'indice, je multiplie ma parenthèse par l'indice, et je le mets en coefficient stoichiométrique si et seulement si il n'est pas. Je fais la même chose pour l'oxygène. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que un atome d'oxygène donne 2 électrons. Donc j'ai O2, ça ressemble à de l'O2. Un atome d'oxygène donne 2 électrons. Super. Mais moi, dans O2, j'ai 2 atomes d'oxygène. J'ai donc 4 électrons qui sont donnés. Donc je vais prendre mon indice 2. Ma parenthèse me dit ce que un oxygène fait, mais ces oxygènes sont 2, donc ils vont faire le double. Et par contre, cette fois-ci, je le remets là, lui, parce qu'il n'est pas présent au pied de l'oxygène et que le but d'une redox, c'est qu'il y ait le même nombre d'atomes avant et après. Donc le but, c'est quand même d'arriver à avoir une équation qui est pondérée et qui respecte la règle de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, avec les indices, on prend l'indice, on multiplie la parenthèse par l'indice et on remet l'indice en coefficient stoichiométrique si et seulement si il n'y a pas d'indice, si l'indice n'est pas au pied de l'atome qu'on regarde. Alors ensuite, il faut, ça correspond à un bac, le bac des hydrogènes, ça correspond au bac des oxygènes. Cette ligne, dans les deux bacs, symbolise le nombre d'électrons qui sont transférés. J'ai donc une molécule de H2 qui donne 2 électrons, d'accord, à une molécule d'oxygène qui, elle, a besoin, par contre, de 4 électrons. Donc, il me manque 2 électrons. J'ai un trou de 2 électrons. Le nombre d'électrons dans la pile, donc parce que les redox c'est principalement utilisé dans les piles, le nombre d'électrons qui est donné doit être égal au nombre d'électrons qui est reçu. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir une pile qui produit plus d'électrons que ce que le receveur d'électrons veut recevoir, sinon les piles se baladeraient dans le système, dans votre GSM, dans votre télécommande comme ça ne va pas. Et à l'inverse, s'il y en a un qui produit des électrons, mais qu'il n'en produit pas assez pour que l'autre puisse réagir, la réaction est coupée, elle ne peut pas avoir lieu. Donc, il va falloir trouver le ppcm entre ces électrons-ci, de l'hydrogène, et ces électrons-là, de l'oxygène. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous trouvez un ppcm, donc là j'ai 2 électrons et là j'en ai 4. Le ppcm entre 2 et 4, c'est 4. Donc je vais multiplier l'hydrogène par 2, de façon à avoir 2 hydrogènes. Ici j'en avais un, eh bien je rajoute un hydrogène qui du coup donne aussi 2 électrons. Et là, j'ai bien 4 électrons qui sont reçus par mon oxygène qui du coup est content parce qu'il a reçu ces 4 électrons. Ce x2, lui par contre, je vais le mettre des deux côtés du bac de mon hydrogène. Parce que si si j'ai 2 fois plus d'hydrogène au départ, je vais produire 2 fois plus d'eau à la fin. Donc, l'indice, on ne le met en coefficient stoichiométrique que s'il n'est pas présent en indice, de l'autre côté. Le ppcm, par contre, on le met des deux côtés en multiplicateur de molécules. Ça veut donc dire que j'ai 2 atomes d'hydrogène qui chacun donne 2 électrons, donc qui donnent en tout 4 électrons, à un atome d'oxygène qui a bien besoin de 4 électrons, donc le nombre d'électrons donnés est égal au nombre d'électrons reçus. Tout le monde est content. Tout le monde est content sauf Lavoisier, parce que si vous regardez pour le moment, vous allez me dire ouais ok mais c'est pas pondéré, j'ai 4 H2 de ce côté-là, mais là j'en ai 8, ça va pas. C'est parce que c'est pas fini. Une fois qu'on a fait le ppcm et qu'on a équilibré les montées et les descentes d'électrons, on va devoir encore faire un petit tableau
gauche-droite. Ce tableau, il va tenir compte de 3 choses. La quantité d'oxygène qu'il y a dans la molécule, la quantité d'hydrogène qu'il y a dans la molécule et les charges dans la molécule. Alors, les oxygènes, donc d'ailleurs j'ai pas écrit au bon endroit, j'ai oublié une ligne. On va refaire la barre. Donc on reprend. Ça tient compte des oxygènes, des hydrogènes et des charges. Alors à gauche, j'ai combien d'oxygène? J'en ai 2. À droite, j'en ai 4. Il me manque donc 2 oxygènes. Là où il manque des oxygènes, on va rajouter de l'H2O pour combler les manques. Il manque 2 oxygènes à gauche. Je vais rajouter 2 H2O. J'ai donc bien 2 O plus 2 O, 4 oxygènes. Je vais compter mes hydrogènes. J'ai 2 fois 2, 4, plus 2 fois 2, 8 hydrogènes. Et de ce côté-là, j'ai 4 fois 2, 8 hydrogènes. S'il avait manqué des hydrogènes, ce qui n'est pas le cas ici, j'aurais rajouté des H+. On va en parler par après. Et ensuite, je compte les charges. Les charges, c'est qu'il y a en haut à gauche des molécules. Ici, j'ai 0, 0 et 0, donc j'ai 0 charge à gauche. Et là, j'ai 0, j'ai 0 charge à droite. Si cette ligne-là est la même à droite et à gauche, attention, j'ai bien dit est la même, j'ai pas dit est égale à 0. La même, ça veut dire 0, 0, plus 1, plus 1, moins 32, moins 32. Mais donc si c'est la même, ça veut dire que votre redox est correct. Et là, cette fois-ci, la redox est finie. Pourquoi? Parce que 2H2O, ça se simplifie avec 2 des 4 que j'ai de ce côté-là. Et j'ai bien comme équation finale l'équation qu'au final, vous aurez pu faire tout seul comme des grands, qui est l'équation que vous connaissez, 2H2 plus 1 O2 qui donne 2H2O. Simplement parce que ici, c'est une redox, effectivement, mais qui est capable de se pondérer sans faire toute cette démarche-ci. Mais c'était pour vous donner un exemple. Donc, ça veut dire que tout ça, parce que j'imagine bien que ça a été vite et que voilà, mais je vais vous remettre la théorie. Attention, vous voyez ici que c'est une redox en milieu acide. Alors je ne sais pas si on aura le temps de faire les milieux basiques cette année avec les délais qu'on a, mais un milieu acide, vous savez de par le chapitre d'avant que c'est DH+. Alors pourquoi est-ce qu'on équilibre en milieu acide? Mais simplement parce que certaines oxydoréductions ne fonctionnent qu'en milieu acide. Ça veut dire que si vous ne fournissez pas de H+, le courant électrique ne passe pas, la réaction ne se fait pas, votre pile ne fonctionne pas. C'est comme ça. À l'inverse, il y a des redox qui fonctionnent que en milieu basique. Alors, on remet toutes ces étapes dans le même ordre. Écrire l'équation chimique, en général, c'est moi qui le fais. Calculer les étages d'oxydation des atomes. Calculer les variations pour un couple, ça veut dire les montées et les descentes. Attention, c'est à ce stade-ci qu'on tient compte des indices s'il y en a. Donc on multiplie la parenthèse par l'indice, on remet l'indice de l'autre côté, si et seulement si il n'est pas là. Ensuite, ça c'est ce que j'ai fait en rose, on multiplie avec le ppcm. La somme des montées doit être égale à la somme des descentes. Donc ça veut dire que les nombres d'électrons donnés doivent être égaux au nombre d'électrons qui sont reçus. Et ensuite, on fait le petit tableau. On commence par compter. Alors l'ordre est super important. Si vous ne faites pas dans le bon ordre, ça ne marche pas. On commence avec les oxygènes, on ajoute des H2O. On vérifie les hydrogènes, on ajoute des H+, s'il en manque. Et on vérifie les charges. Et donc si le nombre de charges à gauche est le même que celui à droite, c'est que votre redox est complète et correcte. Alors, avant de couper la vidéo et de se lancer dans d'autres exercices, je vous refais quand même un exemple, si vous avez encore le courage. Et ici, au-dessus, si vous vous souvenez, j'avais que 4 atomes, donc j'avais pas fort le choix, j'étais obligée de prendre les étages d'oxydation de H, de O, de H et de O. Ici, par contre, j'ai beaucoup plus d'atomes, donc je pourrais prendre l'étage d'oxydation de O. Le O est à -2, et le O ici. L'oxygène dans NO, il est à combien? Il est également à -2. Ça veut dire que ici, j'ai pas de montée et j'ai pas de descente. Or, dans une oxydoréduction, si la réaction est une oxydoréduction, vous êtes obligé d'avoir une montée et une descente. Ça veut simplement dire que dans une molécule qui est réductrice ou oxydante,
il n'y a qu'un seul atome qui perd les électrons ou qui gagne des électrons. Donc, ça veut simplement dire, en regardant l'oxygène, que l'oxygène n'est pas l'agent réducteur ou oxydant dans cette réaction-là. Donc je dois prendre autre chose. Alors je vais prendre le H, plus 1. Oui, mais de l'autre côté, il n'y a pas de H, donc je ne peux pas non plus prendre l'hydrogène. Ben, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les deux autres qui restent. Donc, ce petit jeu-là de oui, non, machin, vous permet juste de trouver que, en fait, dans les redox, il n'y aura toujours que deux atomes, enfin deux qui vont avec deux, que deux atomes que vous pourrez prendre qui auront des étages d'oxydation qui changent. Les autres, soit ils n'auront pas leur alter ego de l'autre côté, donc vous pouvez le relier à personne, soit ils n'auront pas d'étages d'oxydation qui changent. Donc, je vais donc bien calculer les tâches d'oxydation du N, relié à son N de l'autre côté, et du S, relié au S de l'autre côté. Alors, le N ici, il est à 1, plus X moins 6 est égal à 0, il est donc à 5. Dans NO, il est à X moins 2 qui est égal à 0, donc plus 2. Dans H2S, j'ai 2 plus X qui est égal à 0, il est à moins 2, et dans S, il est à 0. J'ai donc des descentes et des montées. De 5 vers 2, je suis au 5e étage, je vais jusqu'au 2e, je suis descendu de 3 étages. Du moins 2 au 0, je suis monté de 2 étages. Déjà, on a une montée et une descente, c'est bon signe. Ensuite, il faut regarder s'il y a des indices. D'accord? Donc là, si vous regardez le déroulement, j'ai calculé les étages d'oxydation, les montées et les descentes, donc je regarde s'il y a des indices. Alors attention, on regarde s'il y a des indices uniquement sur les atomes dont on a calculé l'étage d'oxydation. Parce que je suis tout à fait d'accord qu'il y a un 3 sur l'oxygène, mais je ne vais pas mettre x3 ici parce que ce diminution de 3 ne tient pas compte de l'oxygène, il tient compte du N. Donc ça n'a pas de sens de prendre l'indice de l'oxygène. C'est pour ça que ça paraît idiot ici, je fais mes petites lignes comme ça. Mais lorsque vous faites vos lignes, faites vos lignes de façon attentive, histoire de ne pas bêtement vous dire, si vous avez mal fait votre ligne ici, vous dire « Ah, il y a un 3, oh, bah, je vais mettre x3 ». Parce que du coup, ce ne sera pas juste. Donc, ici, il n'y a aucun indice. Donc, je vais skipper cette étape-là. Je dois donc trouver le ppcm des nombres d'électrons. J'ai 3 électrons qui sont pris et 2 électrons qui sont donnés. Entre 3 et 2, le ppcm, c'est 6. Donc, je vais devoir prendre 3 fois de l'H2S et 2 fois le HNO3 de façon à ce que j'ai bien 6 électrons qui sont donnés parce qu'ils sont 3, à chacun donner 2 électrons, ça fait 6, acquis à 2 molécules de HNO3 qui chacune en récupère 3, donc en tout, elle en récupère bien 6, donc le nombre d'électrons donnés est bien égal au nombre d'électrons reçus. Ensuite, ce 2 et ce 3, je les ai mis ici, mais si je prends 2 fois plus de farine pour faire mes cookies, je vais produire 2 fois plus de cookies. Et à l'inverse, si je prends 3 fois plus de beurre, je vais faire 3 fois plus aussi. Donc, le multiplicateur rose qui cherche le ppcm, vous n'oubliez pas de le mettre à droite et à gauche du bac. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut faire le tableau oxygène, hydrogène et charge. Donc, droite-gauche, j'ai combien d'oxygène? J'en ai 6. À droite, j'en ai 2. Il m'en manque donc 4. Je vais rajouter 4 H2O. J'ai combien d'hydrogène à gauche? 8. À droite, 8. Donc, je ne rajoute rien. S'il en avait manqué, j'aurais rajouté des H+. Et je vérifie mes charges. J'ai 0 ici, 0 là, 0 ici, 0 ici et 0 là. J'ai bien 0 et 0. Cette ligne-là est bonne. Donc, ma redox est correcte. Donc, voilà. Je sais que c'est un peu long, mais vous devez absolument donc être capable de retenir ces 5 étapes, de les faire dans le bon ordre, et après vous voyez que les étapes prises isolément, elles ne sont pas compliquées, c'est juste leur enchaînement et l'ordre dans lequel il faut les enchaîner qui est primordial. Si l'ordre n'est pas bon, votre redox ne sera pas bonne, et alors attention, attention, comme les calculs des étages d'oxydation sont la première étape, vous devez absolument être sûr de calculer vos étages d'oxydation de façon correcte.